Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Que dis-je ? Bienvenue dans cette nouvelle saison de Ce n'est pas toujours si évident. Cette saison et cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Ce n'est pas toujours aussi évident de s'adapter aux différents changements qui interviennent dans sa vie professionnelle. La vie étant pleine de surprises, elle ne se présente que rarement comme un lent fleuve tranquille. Aussi, tout au long de l'existence d'un individu, ce dernier passe très souvent par des changements ou des bouleversements qui demandent beaucoup d'attention et d'adaptation de sa part. Intéressons-nous au secteur professionnel. Vous souvenez-vous de vos rêves lorsque vous étiez étudiant ? Votre vie ressemble-t-elle à ce que vous aviez souhaité ? Une fois dans le monde du travail, êtes-vous resté dans la même entreprise dans laquelle vous aviez fait vos premiers pas ? Je pense que la réponse est non. À chacun des changements intervenus dans votre vie, il a fallu vous adapter. L'un des changements qui nécessite à mon sens le plus d'adaptation est lorsque nous passons du secteur public au secteur privé ou vice-versa. Si certains ont su surmonter cette étape facilement, pour nombreux d'entre nous, cela reste un cauchemar. Je vous invite ainsi à discuter avec un économiste qui tout au long de sa vie, depuis plus de 15 ans déjà, a su tirer son épingle du jeu. Bonjour Monsieur Tougo, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode et cette nouvelle saison du podcast. Depuis le temps que l'on courait après vous, on est très ravis de vous avoir enfin. Alors parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours. Qui êtes-vous ? Où avez-vous fait vos études ? Et on parle de quelles études exactement, puisque je vous ai présenté comme un économiste en entrée. Oui, en effet, j'ai fait des études d'économiste. Je suis un Gabonais lambda. J'étais à l'UOB où j'ai fait des études en sciences économiques. J'ai fait de l'économie d'entreprise. Je me suis spécialisé au niveau de l'arrivée en licence. Je fais l'économie d'entreprise qui est beaucoup plus concentrée sur le comportement de l'agent économique qu'on appelle l'entreprise. Vous avez les consommateurs, vous avez l'État, vous avez l'entreprise. Et après ma maîtrise à l'UOB, j'ai poursuivi un master aux États-Unis, à Chicago. Et je me suis davantage concentré dans mon domaine. Et là, j'ai fait de l'économie industrielle, qui est donc de la macroéconomie d'abord, mais après qui va plus vers la microéconomie pour étudier les secteurs d'activité. Donc, comment évoluent des secteurs d'activité, par exemple, on va dire le secteur nucléaire, le secteur minier, le secteur agricole. C'est en fait l'ensemble des entreprises qui sont dans un domaine d'activité précis. Et donc, l'économie industrielle consiste à étudier les rapports entre entreprises dans ces secteurs-là et comment les entreprises évoluent. Et après mes études, je suis rentré au Gabon où j'ai travaillé, d'abord dans le secteur privé. Monsieur Ntougou, vous avez dit que vous étiez à l'UOB et ensuite vous avez poursuivi vos études à Chicago. Là, c'est le premier changement, je veux dire le premier grand changement qui intervient dans votre vie. Vous passez d'un environnement dans une université publique, dans votre pays d'origine, et vous partez vers un univers que, à mon sens, je pense, à cette période, vous ne connaissez pas vraiment. Vous arrivez dans un univers qui est totalement différent. Comment vous vous êtes adapté ? Quels étaient les points de différence que vous avez identifiés entre ces deux univers dans lesquels vous avez grandi, si on peut le présenter comme ça ? Bon, d'entrée de jeu, le Gabon comparé aux États-Unis, voilà, quoi, c'est le ciel et la terre. C'est deux mondes complètement différents. Et comment s'est passée mon adaptation ? Je pense que les drivers, donc c'est-à-dire les moteurs de mon adaptation, c'était d'abord mon ambition. Depuis longtemps, je rêvais d'aller aux États-Unis. Quand j'étais au lycée, c'était mon rêve. Je rêvais de rencontrer des grandes stars qui me motivaient psychologiquement, mentalement, moralement, Michael Jordan par exemple. Et donc c'est ça qui m'a motivé à me mouvoir dans ce nouvel environnement, comprendre les gens, comprendre la langue, comprendre les mentalités,
comment ils vivent au quotidien, quelles sont leurs valeurs. J'ai cherché à comprendre tout ça et ça m'a permis, bon an, mal an, de m'en sortir plus ou moins. Évidemment, j'étais dans une université avec beaucoup d'étudiants internationaux et d'autres, des étudiants américains d'abord, mais des internationaux aussi venant de différents horizons. Et je me dis, si eux aussi viennent de chez eux pour apprendre ici et qu'ils s'en sortent naturellement, peut-être que moi aussi, je devrais pouvoir m'en sortir. Et donc, j'ai complètement changé mon mindset. J'ai dit, le Gabon, ok, ça attend d'abord. Je deviens américain dans ma façon de penser. Et voilà, je suis rentré dans ça. Et au terme de mes études, il fallait faire le mouvement inverse, redevenir gabonais. Et voilà, je suis arrivé, je suis rentré au Gabon. Il fallait redevenir gabonais, mais garder les valeurs positives qui ont jalonné tout mon cursus aux États-Unis. Avant de parler de ce retour au Gabon et de votre entrée de plein pied dans la vie professionnelle, j'aimerais vous poser une question qui d'entrée peut sembler bête, mais elle est très utile. Lorsque vous partez de l'UOB pour cette université à Chicago, est-ce que vous avez le niveau? Je le dis parce qu'aujourd'hui, l'université Omar Bongo est vraiment présentée comme... râlez pas crête, quoi. C'est vraiment une université dont personne ne veut fréquenter. Est-ce qu'à cette période, oui, la question vaut son pesant d'or. Parce que quand j'arrive à l'université de l'Illinois à Chicago, je suis impressionné, par exemple, lors de mon cours de microéconomie, où le professeur, j'étais surpris. Donc le professeur cite un penseur, un grand auteur, un grand penseur économiste. Mais il ne connaît pas trop bien la vie du penseur en question. Je ne sais pas si c'était Adam Smith, je pense, je ne me rappelle plus, ou David Ricardo. Mais il ne connaissait pas trop bien sa vie. Mais il cite l'auteur et on voit clairement qu'il ne connaît pas l'histoire du penseur, mais tout de suite, il plonge dans la théorie du penseur et il fait les développements mathématiques sur le tableau. J'étais choqué, pourquoi? Parce qu'à l'UOB, il fallait connaître l'histoire des penseurs. Peut-être même leur sœur, son cousin. Et je me suis dit, lui, il est allé à l'essentiel, en fait. Oui. Donc, voilà comment on apprend l'histoire d'un penseur sans trop développer sa théorie, malheureusement. Et aux États-Unis, on développe plus la théorie sans trop s'intéresser à la vie de l'homme. Gros changement. Et ça m'a beaucoup marqué. Et ça peut tout de suite montrer un peu la différence entre la qualité de l'enseignement au Gabon, à l'UOB et à l'université aux États-Unis. Alors, quelques années plus tard, vous terminez vos études et vous rentrez au Gabon. Là, cette fois-ci, on ne parle plus d'études, on parle maintenant d'entrer de plein pied dans la vie professionnelle. Quelle a été votre première expérience professionnelle à cet instant? Quels étaient vos rêves? Je me doute bien qu'on quitte des États-Unis, plein de motivation. On se dit, allez, c'est moi, j'ai le grand diplôme et tout, j'arrive au Gabon, je vais tout changer. Alors, première expérience avec le monde du travail. C'est vrai, quand je suis rentré, j'étais saturé de confiance, quoi. J'avais une surestimation de ma personne. J'étais trop sûr que les choses allaient fonctionner parfaitement parce que je reviens des États-Unis, je reviens du centre du monde avec un master en poche. Et donc, je me suis dit, voilà ce que je me suis dit. Je dis, la première semaine, je vois mes parents, je revois la famille, les potes. La deuxième semaine, je dépose mon CV. Et la troisième semaine, on m'appelle pour travailler. Je travaille. Voilà. Donc, vous aviez de grandes ambitions, hein? Ouais, mon schéma était tout clair. La première semaine, j'ai vu mes parents. La deuxième semaine, j'ai dispatché un peu mon CV à gauche, à droite. Je crois que je suis rentré dans la foulée du mois d'août, comme ça, je pense. Et donc, non, les choses ne sont pas passées comme prévu. Je n'ai pas eu le boulot que je cherchais. Et j'ai attendu et ça ne venait pas. Et je me suis dit, bon, alors là, j'ai déjà dépassé, j'ai dépassé les délais, je n'ai pas atteint mes objectifs. Là, il faut que je me lève, il faut que j'aille sur le terrain. Et comme un bon Américain, je fonce sur le terrain pour aller chercher le boulot. Et donc là, je rencontre les gens, les amis, les potes, les frères,
des collègues à l'université à l'époque, des connaissances. Voilà, je rencontre tout le monde et puis je dispatche mon dossier à gauche, à droite. Et c'est finalement, de août, je crois que c'est en février, hein, janvier de l'année d'après, je crois janvier 2006, parce que je rentre en août 2005, janvier 2006, et là, je trouve un job dans des connaissances et tout. On parle de quel job? Parce qu'il y a peut-être eu un gap entre le job que vous recherchez et le job que vous aviez. Est-ce que vous aviez le job que vous recherchiez? D'abord, je suis stagiaire à la Direction générale de l'économie, donc au ministère de l'économie. Et je suis un peu choqué par le contexte, hein, les bureaux, tout ça, ça ne répond pas aux standards. Hein. Peut-être au 6e étage, il n'y a pas l'ascenseur, il n'y a pas la clim, ça choquait un peu. Il n'y a pas d'outil de travail. Et j'avais mon ordinateur, et donc j'ai commencé à travailler et j'ai eu quand même le soutien, hein, de la direction générale qui m'a donné un thème sur lequel travailler et je me suis mis dessus. Sauf que je n'étais pas trop intéressé par le contexte. Je trouvais que... Il n'y avait pas beaucoup de challenge. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de challenge et puis je voulais plus de dynamisme. Et comme j'avais déposé les dossiers un peu partout, j'ai été appelé au niveau de UGB. Voilà, donc j'ai remercié mes premiers... employeurs gentiment. Et j'ai foncé à UGB où j'étais attaché de direction à la direction financière. Et j'avais un chef, directeur financier très brillant, excellent, quoi. C'est le genre qui aime exalter la connaissance. Qui motive, qui voilà, qui motivait. Et je suis entré à fond là-dedans. Je suis entré à fond, j'ai travaillé, on a eu de très bons rapports. Et je crois que j'ai fait 3 mois jusqu'à ce que Citibank m'appelle. Wow. Ouais, qui triple mon salaire. Wow. Et je me dis, bon, en plus, c'est Citibank. Quand j'arrive, voilà, c'est international. Et puis, j'avais toujours ce souvenir-là. Le premier compte bancaire que j'ouvre dans ma vie, c'est aux États-Unis, à Chicago, et c'est à Citibank. Et j'avais même pas un rond. J'ai ouvert un compte sans argent, sans rien. J'ai juste fait les formalités. Et ma bourse tombait donc dans ce compte-là plus tard. Et je me suis dit, ben, c'est Citibank, c'est la maison mère. Ben, je fonce. Et j'arrive à Citibank en tant que directeur des engagements. Et c'est un gros challenge, c'est une grosse boîte où on parle avec des gens qui sont dans plusieurs pays différents. Toute la journée, vous sortez de Citibank, c'est comme si vous étiez pour Gabon en fait. Vous avez passé la matinée avec l'Afrique du Sud, le milieu de l'après-midi avec New York, et puis le début de la soirée avec la Chine ou le Nigeria, quoi. Voilà. Et donc j'ai travaillé là-bas, je crois que j'ai fait 2 ans à Citibank. Et puis après, je suis allé au cabinet Price. Et le cabinet Price, c'était une autre expérience. Pour moi, c'était extraordinaire. Parce que les cabinets d'audit, en fait, je me suis rendu compte que... Mais donc, pendant toutes mes études à l'université, j'aurais pu faire des stages. Mais je ne savais pas que ça existait. J'avais la tête dans le guidon. Pour moi, c'était études, 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 diplôme. Je vais aux États-Unis ou ailleurs. En tout cas, je voyage. Je fais un 3e cycle et puis je rentre. Et quand j'arrive à Price, je suis impressionné parce que là, on étudie vraiment l'entreprise dans le détail, mais sur le plan comptable et financier. Donc moi, ce que j'ai étudié de manière théorique et générale, je vais dire, à l'échelle de la nation, et là, c'est maintenant à l'échelle vraiment purement privée, quoi. Et ça, c'était une très bonne expérience. Je crois qu'au passage, j'ai eu un diplôme de meilleur, enfin un award, l'award du meilleur auditeur du réseau Price de l'Afrique francophone. Wow. Ouais, c'était super. Et j'étais même pas le jour de la remise de l'award parce que j'étais sur un dossier et je travaillais. Ouais. Après Price, je crois qu'après, je fais quoi, 3 ans. Et je sens que je veux aller vers d'autres challenges. J'ai acquis ce que je voulais acquérir et je voulais aller vers d'autres challenges. Et j'ai commencé à me vendre sur le terrain, mais j'étais toujours à Price. Donc, je voulais aller dans le pétrole. Et en allant vers le pétrole, j'ai eu des entretiens. Sauf que j'étais pris de court par les événements. Et donc, quand je commence mon boulot à Baker Hughes, à Port-Gentil, le matin, je vais au travail et le soir, je suis nommé conseiller du président. Conseiller du président de la République. Ce qui est bien, c'est que tout au long de votre parcours, on voit comment vous êtes passé d'une entreprise à une autre et à aucun moment, en fait, vous n'avez eu peur
de laisser ce que vous aviez déjà. Enfin, à aucun moment, vous vous êtes dit que vous deviez préserver, vous savez, cet espace, ce confort que l'on a souvent lorsqu'on est dans une entreprise. Le confort de l'UGB à la base aurait pu vous suffire, mais vous n'avez pas eu peur de partir ensuite à City. Et City, c'était déjà très bien, mais vous n'avez pas eu peur de sauter ensuite et de partir à Price. Et Price, avec les awards et tout ce que vous aviez, vous étiez promis, en tout cas de mon point de vue, si vous étiez resté à Price, un award en appelant un autre et ainsi de suite, peut-être que vous auriez été un auditeur gabonais envoyé dans Price qui se trouve dans un autre pays. Et là, vous vous êtes dit non, j'en veux encore plus et vous n'avez pas eu peur de chercher. Avant d'arriver à cette expérience professionnelle publique, cette nomination au journal de 20 heures tant recherchée par plusieurs personnes, on va d'abord parler un petit peu de ça. Le secteur privé est réputé comme étant un secteur exigeant, plein de challenges, on l'a vu, et de défis. A contrario, au secteur public, qui a tort ou a raison, est souvent présenté comme un secteur plus light, voire laxiste. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette première expérience dans le public quand on vous nomme? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites que vous allez avoir une carrière aussi prometteuse que celle que vous aviez dans le privé? Est-ce que vous vous dites que vous allez avoir des challenges aussi motivants que ceux que vous aviez dans le privé? Ou à ce moment, vous vous dites, bon, je suis un petit peu fatiguée, peut-être que cette nomination serait la bienvenue. Pourquoi vous acceptez? Vous avez dit le matin, vous êtes à Baker Hughes, et le soir, vous êtes nommé et vous acceptez. Alors, pourquoi vous plongez maintenant dans le secteur public? Je me suis toujours dit, parce qu'en fait, je suis économiste dans l'âme. Et quand on est économiste, on voit les choses à l'échelle du pays. C'est une science qui étudie la façon dont les gens s'organisent pour gérer les ressources. Et l'agent par excellence, c'est l'État. Et donc, je suis économiste dans l'âme, dans la peau. Et je me suis toujours dit, je vais apporter ma contribution au pays. Et cette nomination, c'était l'opportunité d'en faire pour apporter ce que je sais, mes idées et mon expérience pour le développement du pays. Et donc, quand je suis allé plein d'espoir. Je me suis dit, là, voilà, j'arrive au centre de la décision et je vais voir comment ça marche. Voilà. Alors, on le sait bien, les outils de mesure de l'efficacité professionnelle ne sont pas les mêmes d'un secteur à un autre. Les outils d'évaluation de performance. Dans le secteur privé, les outils d'évaluation de performance sont beaucoup plus spécifiques, bien précis. A contrario, dans le secteur public, c'est souvent très difficile de mesurer la performance d'un individu. Comment vous avez mesuré votre efficacité à ce moment, vu que là, on est déjà un petit peu en train de... On ne va pas rentrer dans les détails, mais en train de parler de ces deux pans-là. Vous aviez travaillé dans le privé, là, vous êtes en plein au cœur de la décision dans le secteur public. En tant que conseiller du président, comment vous mesuriez votre efficacité? Comment vous saviez que là, c'est bon? Alors, c'est vrai. En général, dans les entreprises privées, et d'ailleurs les entreprises privées dans lesquelles j'ai travaillé, c'est des écoles. Citibank, c'est une école. Price, c'est une école. UGB, voilà. On apprend beaucoup de choses. On apprend à structurer le travail. Donc, on donne aux employés les outils nécessaires pour atteindre des objectifs. C'est vrai, dans le secteur privé, la rigueur est de taille. Elle ne vient même pas d'elle-même, de soi-même. Elle vient plutôt de l'organisation. Voilà, il y a tous les outils. Et dans le public, par contre, et ça dépend des publics, parce que il faut faire la différence entre les pays, chaque pays s'organise à sa façon. Mais dans le public, oui, il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas forcément structurés. Il y a de la politique, par exemple. Il y a de la politique, c'est des aspects qui sont très sensibles. Donc, qui ne sont pas insaisissables. Qui ne sont pas tangibles. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut en tenir compte. Et c'est difficile, c'est beaucoup de stress. Évidemment, quand on est à la présidence de la République, c'est tout le pays qui regarde. Une décision X, une décision Y, tout de suite, elle est analysée, critiquée, décortiquée dans tous les sens. Voilà. Et donc, il faut vraiment faire attention. Mais comment on sait que l'objectif est atteint, par exemple? Comment on sait que l'objectif est atteint? Vous avez un projet. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur les investissements.
Donc la promotion du Gabon était vraiment la priorité. Il fallait attirer les investisseurs au Gabon, donc il fallait rendre le pays attractif. Donc j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs. Et donc moi, l'indicateur, c'était il y a tel projet, il y a tel dossier qui devient un projet, et puis après, qui se réalise ou pas sur le terrain. Et ça, c'est l'indicateur que après soi-même, on met en place pour pouvoir évaluer sa performance. Mais en réalité, je pense qu'on soit dans le public ou dans le privé, les principes de base sont les mêmes. Parce qu'au fond, il s'agit de l'homme. Ce sont des hommes. Il s'agit des hommes. Par exemple, vous avez des pays comme Dubaï ou Singapour, où le secteur public travaille avec la dynamique du secteur privé. Par exemple, l'émir de Dubaï, on l'appelle le Cheikh CEO. Donc le CEO d'un pays. Le Cheikh, voilà, c'est un peu l'équivalent du président. Voilà, du DG du pays. Et c'est pour dire que là, on a un pays, une administration publique qui fonctionne comme dans le secteur privé. Donc ça veut dire que c'est possible. Il faut pouvoir mettre en place l'organisation qu'il faut pour que les deux pans, les deux secteurs puissent fonctionner. Quand on parle de votre expérience dans le secteur public, vous avez aussi surfé dans différentes branches de ce secteur public, toujours au centre de la décision, à mon sens. Vous étiez à la présidence de la République et puis après là, vous avez navigué dans différentes organisations. Alors, quand vous regardez un peu votre carrière dans ces différents pans-là, vous êtes parti du secteur privé, vous êtes arrivé ensuite au secteur public. Du secteur public, vous êtes parti d'une organisation à une autre, d'une autre à une autre, souvent avec des objectifs un peu différents ou alors des secteurs un peu différents. On parlait toujours d'économie et d'investissement, mais parfois c'était différent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir eu une carrière instable ou, de votre point de vue, votre carrière suivait une courbe parfaitement maîtrisée? J'ai pas toujours senti l'instabilité. Par contre, j'ai toujours senti le prolongement, donc la continuité. Expliquez-nous. Par exemple, quand je suis au cabinet du président de la République, je m'occupe des investissements. Et après, quand je pars du cabinet, je vais administrateur général de la zone économique spéciale de Nkok. C'est l'investissement. Vous avez un terrain où vous devez poser des usines dans un délai bien précis. Donc, il faut aller chercher les investisseurs. Donc, c'est le même travail, mais de manière un peu plus, peut-être, je vais dire... à une échelle beaucoup plus palpable. Et voilà, plus pragmatique, plus en contact avec les choses. Donc, c'est un prolongement. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise les acquis de mon ancien poste pour les matérialiser et capitaliser là-dessus pour mon nouveau poste. Voilà. Et quand je pars de Nkok pour l'Agence nationale de promotion des investissements, donc quand je suis nommé directeur général de l'ANPI, c'est toujours le prolongement. Et là, en Nkok, je suis au niveau des entreprises privées. C'est un secteur, une zone industrielle. Il faut emmener des opérateurs privés pour créer de la valeur ajoutée, de la production et de la valeur ajoutée. Mais là, c'est le pays maintenant. La zone devient le pays, en fait. Parce que l'agence de promotion des investissements, c'est pour promouvoir le pays, faire la promotion du pays. Donc, c'est toujours le prolongement, mais c'est maintenant à une autre échelle. Donc, ce n'est pas de l'instabilité, mais je pense que c'est plus dans le prolongement. Et il faut toujours capitaliser sur les expériences antérieures, les contacts, le réseau, les réalités, les difficultés rencontrées pour toujours les utiliser en amélioration pour les challenges futurs. À chacune de ces nominations, à chacun de ces basculements en fait dans votre vie, vous aviez un petit peu peur ou au contraire c'était très exaltant à chaque fois que vous partiez d'une organisation pour une autre? Pourquoi avoir peur? Non, je ne pense pas que j'ai eu des craintes particulières. Mais par contre, ma préoccupation, c'est quels sont les problèmes ici? Par exemple, quand j'arrive en Nkok, c'est quoi le problème ici? La douane n'est pas encore digitalisée, par exemple. Donc, il faut digitaliser la douane. Je prends un exemple simple, parmi tant d'autres.
Quand j'arrive à l'ANPI, c'est quoi la difficulté? Évidemment, on ne peut pas régler tous les problèmes, il y a beaucoup de problèmes, mais quand on fait cette analyse, on arrive à identifier les problèmes et par rapport aux objectifs, au timing, on choisit un problème précis et on fonce là-dessus. Et on apporte des solutions. Et on cherche les solutions. Par exemple, quand j'arrive à l'ANPI, vous avez d'autres pays, hein, vous avez le Maroc, je recite encore Dubaï, vous avez d'autres pays où la création d'entreprise se fait en ligne. On est assis chez soi à la maison et puis on crée son entreprise. On est même à l'étranger et puis on crée son entreprise. Et pourquoi pas le faire? C'est un élément du doing business qui est très important dans le doing business. Donc je me suis focalisé sur ça. Et pour créer une plateforme digitale sur laquelle on peut créer des entreprises. Après, on ne peut pas régler tous les problèmes. Mais il faut quand même se focaliser. Donc, ce n'est pas une question de peur, mais c'est beaucoup plus une question de quels sont les nouveaux défis ici, quoi. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Et qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Là, ok, je vais voir ça. Donc, c'est un peu dans ça. Alors, de votre formation et surtout des différentes entités pour lesquelles vous avez travaillé, quel est le regard que cela vous a-t-il apporté de notre pays? Je vais m'expliquer. Vous étiez d'abord dans le secteur privé. Toute cette expérience dans le secteur privé. Ensuite, vous êtes allé dans le secteur public, mais à une échelle beaucoup plus grande. Je veux dire, quand on est à la présidence de la République, on a ce regard transversal sur tout ce qui se passe dans le pays. Et après, vous avez capitalisé ça à des échelles beaucoup plus précises cette fois-ci et beaucoup plus pragmatiques avec la zone de Coq, avec l'ANPI et ainsi de suite. Donc, on est très intéressé de savoir le regard que vous avez ensuite porté sur le pays, surtout après toutes ces années, parce que là, on parle de plusieurs expériences professionnelles, mais on n'est pas en train de parler des choses qui se sont passées en 2 mois, 3 mois. Vous avez, à certains moments, passé des années à certains postes, ce qui vous donne une expérience et une analyse une analyse plus pertinente que ce que le commun des mortels pourrait avoir sur certaines questions. Alors, partagez-nous un petit peu votre regard sur l'évolution du pays et puis surtout, enfin voilà, votre regard sur l'économie du pays basé sur toutes ces expériences que l'on venait de présenter. Waouh, c'est une grande question parce que là, ça touche vraiment effectivement le pays tout entier et les gros défis du pays. Moi, personnellement, je pense que le Gabon a un énorme potentiel. Contrairement à d'autres pays, on regorge d'énormes ressources naturelles. Le pétrole, le manganèse, le bois, le fer, l'or, le poisson. La liste est interminable. Et je pense que la vision devrait consister à capitaliser sur ces atouts naturels, parce que ça, c'est Dieu qui donne. Mais après, l'homme, il doit transformer pour créer la richesse. Mais si on capitalise sur... Désolé de vous couper. En capitalisant sur les ressources naturelles, est-ce qu'on ne reste pas dans cette situation de rente tant décriée au fil des années? Bon, en fait, vous m'arrachez les mots de la bouche. C'est ça, en fait, ce que j'entends par capitaliser sur les ressources naturelles, c'est-à-dire sortir du système rentier pour entrer dans une économie industrialisée. Et arrêter de fumer la sardine et produire nos boîtes de sardines nous-mêmes? Par exemple, ça peut se faire. Et on crée plus de valeur ajoutée, on crée plus de richesse. Et pour ça, je pense qu'il faut d'abord qu'on mette beaucoup plus d'organisation dans l'administration. Parce que l'administration, pour un pays comme le Gabon, où l'État est l'un des plus gros acteurs économiques, sinon le principal demandeur, le principal offreur, donc le principal acteur du marché national, il est important que l'administration soit bien structurée, que l'administration soit organisée comme dans une entreprise privée, pour être beaucoup plus efficace, pour servir les entreprises, pour servir les autres usagers. Et ça, je pense que c'est une partie de la clé. Après, il faut la formation, il faut former les Gabonais. Par exemple, on a du bois. Combien de Gabonais connaissent le bois? Les essences. Beaucoup, hein. Les essences, les différentes essences. Moi, j'ai découvert... On en a plus de 400. Oui, 400 essences commercialisables. Moi, j'en ai découvert parce que j'ai travaillé en coque. J'ai vu le Padouk, j'ai vu le majestueux Kevazingo, j'ai vu... Mais après, je ne suis pas allé dans les détails. Il faut une école pour apprendre à travailler le bois. Il faut une école pour expliquer c'est quoi le manganèse, ça vient d'où, ça se transforme comment. Les meubles. Voilà.
Donc, il faut qu'on apprenne à connaître nos matières premières, qu'on soit des spécialistes dans la connaissance de nos matières premières. C'est comme ça qu'on saura les transformer. Après, la bataille du marché. Les valoriser. Mais après, il y a la bataille du marché. Hein, parce que si vous transformez un produit, le marché gabonais, il est très petit, hein, la taille du marché gabonais. On est 2 300 000 habitants. Et puis après, il faut voir le pouvoir d'achat. Donc, on est obligé d'exporter. Maintenant, l'exportation, pour pouvoir exporter, il faut être compétitif. Il faut être compétitif. Et donc, qu'est-ce qui rentre dans les critères de compétitivité de notre pays? C'est les infrastructures. Il faut des infrastructures, des routes, l'énergie, que l'énergie soit disponible à bon marché. Il faut Internet. Et à côté de ça, à côté des infrastructures, il faut des gens bien formés. Donc, il faut des hommes capables de pouvoir répondre aux besoins de la concurrence, parce que les autres pays ils vont beaucoup plus vite. Donc, je pense que notre pays gagnerait. On ne peut pas juste se contenter de la rente. On ne fait aucun effort. Hein. La rente, ça veut dire aucun effort. C'est un revenu qui, on peut dire, qui tombe du ciel. Donc, il faut que le Gabon entre dans une dynamique d'industrialisation. Là, vous avez déjà plongé dans ma prochaine question que je voulais un petit peu plus précise en vous disant qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de relance de l'économie. Je pense qu'à chaque fois que nous regardons les informations, que ce soit le journal L'Union ou alors la grande édition du 20h à la télévision, on parle beaucoup de diversification de l'économie et surtout d'un problème précis et criard qui nous colle à la peau depuis plusieurs années déjà, celui du chômage. Alors, de votre point de vue d'économiste, quels sont les points sur lesquels aujourd'hui nous devons nous appuyer en tant que nation pour nous relever de cette situation que certains qualifieraient de désastreuse? Parce qu'il n'y a qu'à voir, hein. Vous ouvrez la porte de chez vous, je suis sûre que vous avez un voisin qui est là tous les jours, qui n'a pas d'emploi. Vous sortez de chez vous pour aller au travail, vous regardez l'atmosphère et tout ça, vous comprenez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque économiquement parlant, même si on n'est pas un économiste. Il y a un truc qui ne va pas. Alors aujourd'hui, de votre analyse, de votre point de vue, en étant beaucoup plus pratique et pragmatique, vous avez déjà un peu commencé à répondre à la question. Quels sont les points sur lesquels nous devons absolument mettre l'accent aujourd'hui? L'économie, c'est pas de la magie, hein, c'est une science. C'est une science. Et donc il y a John Maynard Keynes, je pense, qui disait les investissements d'aujourd'hui sont les revenus de demain, et les profits de demain et les emplois d'après-demain. Donc, pour créer les emplois, il faut investir. Il faut investir absolument. Il faut investir dans la production. Il faut investir dans la transformation, donc la valorisation de nos matières premières. Et c'est en créant des usines qu'on crée des emplois. Par exemple, quand vous avez vu le parc industriel de Ngok, avant, il n'y avait rien, il y avait des arbres. Et puis tout d'un coup, il y a eu des usines, mais les usines ont permis de créer 3 000, 4 000, 5 000 emplois. En fait, c'est clair. Le message est clair. Il faut créer des usines. Donc il faut s'industrialiser pour créer des usines et former les hommes pour qu'eux, ils puissent travailler dans ces usines. Et c'est ainsi qu'on résorbe la problématique du chômage. C'est ça la réalité. Alors, vous vous imaginez, Gina, ça fait plus de 120 ans que nous sommes une économie de rente. Depuis l'époque de la découverte du Gabon, après la colonisation, après la décolonisation, après les indépendances, c'est le système rentier qui s'est toujours développé lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, le pétrole pèse encore à plus de 40, 50%, voire même parfois 50%. Des ressources de l'État, mais le pétrole n'embauche pas plus que d'autres secteurs. Déjà. Voilà, donc il faut diversifier l'économie. C'est la porte de sortie pour régler le problème du chômage, pour régler le problème du développement, tirer la croissance économique et résorber, atteindre le développement tant espéré. Alors, vous avez parlé d'un point qui était très important. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut aussi investir dans la formation des hommes
toujours de votre point de vue d'économiste et surtout de votre expérience. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut former les gens, il faut ouvrir des usines, mais toujours de manière beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui? Là, j'aimerais que vous vous adressiez aux jeunes qui vont peut-être écouter ce podcast et qui, après le bac, sont toujours à se demander vers quel secteur ils devraient s'orienter. Parce que en vérité, on ne peut pas réinventer la roue. On est obligé de choisir dans la brochette des formations qui sont disponibles au Gabon, par exemple, pour les enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller se former ailleurs. Mais si la brochette nationale vous dit sociologie, psychologie, ressources humaines et marketing, vous n'allez pas vous dire qu'il y a une formation peut-être dans le traitement de l'eau qui existe quelque part dans le monde et ainsi de suite. Donc, de votre expérience aussi internationale et autres, vous avez eu accès à des données, à des personnes auxquelles le commun des mortels, le Gabonais lambda que nous sommes, peut-être qu'on ne verra jamais de notre vie. Quels sont selon vous les secteurs porteurs, les secteurs vers lesquels on devrait désormais jeter un coup d'œil quand on est un jeune Gabonais en se disant, dans 10 ans, vous l'avez dit, les emplois d'après-demain. Dans 10 ans, je me forme dans ça et puis dans 10 ans, quand je reviendrai, peut-être de l'Illinois aussi, je trouverai un emploi. Je vais essayer de synthétiser les choses. L'équation économique, l'identité économique, elle est simple. Le revenu, c'est l'identité de la consommation, l'investissement. Donc, les dépenses de consommation, dépenses d'investissement, dépenses de l'État et du solde de la balance commerciale. Donc, la différence entre les exportations et les importations. Donc, si vous prenez la partie gauche, la partie droite de l'équation, vous comprenez comment on génère la croissance économique. Au Gabon, notre solde de la balance commerciale est positif grâce au pétrole. Donc, c'est-à-dire, c'est de la richesse... Donc, on a du pétrole, on a de l'argent. Voilà, mais c'est de la richesse créée sans trop de main-d'œuvre. Donc, regardons maintenant l'autre côté l'autre côté, en face des exportations et des importations. On importe tout. On importe tout. La nourriture en particulier, presque 350 milliards par an. Des boîtes d'allumettes. On importe tout. Donc, il faut qu'on commence à regarder dans nos importations quelles sont les importations que nous pourrons commencer à substituer, à remplacer par une production locale. Donc, l'agriculture est un pan essentiel. Et pas l'agriculture de la machette, mais l'agriculture mécanisée. Oui, pas quand on fait les petites tomates chez nous à côté de la maison, non, on parle de quelque chose de plus grand. Personnellement, c'est important, mais à l'échelle d'une nation, il faut accroître l'envergure de production. Comme nous avions avant dans le Haut-Togo, Boumango. Oui, par exemple. On plantait du soja et du maïs. Voilà, par exemple. Et donc, il faut l'agriculture. Il faut se lancer aussi dans le BTP, bâtiments, travaux publics. Et l'État doit créer des débouchés dans ce secteur en investissant davantage sur les infrastructures. Il faut qu'il y ait des routes. Il faut qu'il y ait de l'électricité qui passe. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait Internet. Donc, il faut construire des logements. Tout ça, c'est du potentiel de main-d'œuvre. C'est du potentiel. C'est-à-dire, c'est des PME qui dorment, en fait, qui sont en train qui sont en veille. Imaginez un projet de construction de 1000, 2000 ou 3000 logements. C'est des PME qui sommeillent. Réaménagement de telle route ou de tel pont, et ainsi de suite. Donc, il faut se lancer dans ça. Ou la connexion de tel village, l'électrification de telle zone rurale et ainsi de suite. Ça, voilà, c'est-à-dire, d'un côté, l'État doit créer des débouchés en investissant dans ces secteurs-là, en investissant dans l'agriculture, en investissant dans les infrastructures. Et de l'autre côté, on forme aussi des Gabonais, des jeunes Gabonais dans ces domaines-là. Qui pourraient ensuite assurer la maintenance aussi. Oui. Les services. Là, on est au niveau des services. Mais des services dans quoi? Des services dans les infrastructures, des services dans l'agriculture, des services dans le système bancaire, par exemple. Mais il faut que, de l'autre côté, on forme des gens dans ces domaines. Parce que si on forme, à l'époque, quand on dit oui, sociologie, philosophie, c'est parce qu'à l'époque,
Et bien ça, c'est la pensée de la rente. Je termine mes études, je vais dans la fonction publique. Voilà, je vais travailler, je vais être administrateur dans la fonction publique. Mais la donne a changé. Aujourd'hui, il faut repenser l'administration publique. Elle doit fonctionner comme dans le privé. Et il faut former les gens à créer plus de richesse. L'administration ne crée pas la richesse, elle structure la richesse qui va être créée. Mais pour qu'il y ait une richesse à créer, il faut investir. Voilà. Donc, je pense que les jeunes Gabonais, aujourd'hui, ils doivent se lancer dans ces secteurs-là. Donc, BTP, agriculture, voilà, dans ces domaines. Et l'État, en même temps, doit investir dans ces domaines. Comme ça, les deux pans, on a une offre et une demande. Voilà. La loi du marché. Qui est toujours vraie. Selon Jean-Baptiste, c'est la loi du marché. Ça ne trahit pas. Alors, M. Ntogo, j'aimerais vous parler cette fois-ci des valeurs. Alors, quand je dis valeurs, qu'est-ce que cela vous évoque? Quelles sont, selon vous, les valeurs qui devraient guider, motiver, inspirer chaque manager qui aujourd'hui détient une parcelle de pouvoir? Je le dis parce que de tout ce que vous nous avez décrit aujourd'hui, on comprend que l'homme est un peu au centre de tout. De toute votre expérience professionnelle, du basculement d'un secteur à un autre, on a beaucoup parlé d'adaptation, on a parlé de ce que vous avez réalisé. Mais en fait, tout ceci a été d'abord rendu possible parce que vous étiez vous-même habité par certaines valeurs qui vous ont permis de relever chacun de ces défis. Alors aujourd'hui, où on a autant de pans sensibles et autant de responsables que je dois dire de services, quelles sont selon vous les valeurs qui devraient motiver ou diriger leur gestion, des valeurs qui vous ont aidé dans l'ensemble de votre carrière professionnelle? Avant d'attaquer les valeurs, en fait, les valeurs, c'est des drivers. Donc, c'est des moteurs. C'est quelque chose qui donne de la motricité. Donc, avant d'attaquer les valeurs, il faut d'abord savoir quelle est la vision. Il y a un problème, par exemple, communément constaté dans l'administration. Quand on nomme quelqu'un à un haut poste de responsabilité, par exemple directeur général, il doit d'abord chercher à savoir quelle est la vision du gouvernement dans ce domaine. Et quand vous dites la vision du gouvernement, pour faire simple, c'est-à-dire qu'est-ce que le gouvernement veut faire de cette organisation dont j'ai la gestion? Exactement. Okay. Et ça doit être clair aussi pour le gouvernement. Et si c'est clair pour le gouvernement, ça veut dire que c'est clair pour la tête. La tête, voilà. Donc, c'est d'abord une question de vision. Quelle est la vision du gouvernement pour cette administration? Parce qu'une administration rend un service public. Donc, ce service, il faut bien qu'on sache qu'est-ce qu'on veut atteindre. Ça, c'est important. C'est la première chose à savoir. Une fois on sait, on a la vision, donc on sait où on va. Et on se fixe des objectifs raisonnables, des objectifs smart. Et le management, ce n'est que le pilotage au quotidien de la structure pour atteindre ces objectifs. Et c'est dans le pilotage, donc dans le management, qui arrive le leadership, donc la manière de gérer. Et donc là, on touche aux valeurs. Il y a des valeurs clés quand on est dans une administration, publique ou privée. Probité. Il faut de la probité morale, c'est-à-dire être soucieux du respect de la loi, être soucieux du respect des biens. Il faut respecter tous ses collaborateurs, il faut leur donner la possibilité de faire leur travail, il faut respecter les textes, les lois, il faut respecter ce que le DAF dit. Voilà, c'est très important pour créer l'harmonie dans la structure, pour que tout le monde puisse atteindre les objectifs globaux de la boîte. Oui, après, le monde n'est pas parfait, on a toujours des difficultés, on fait avec les moyens qu'on a, mais il faut beaucoup de probité morale, c'est important. L'argent de la structure, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent des autres Gabonais. Monsieur, donc, quand vous êtes directeur général d'une organisation, c'est votre organisation. Donc maintenant... C'est pas mon organisation, c'est l'organisation du pays. Et moi, je ne suis qu'un simple citoyen que le pays a choisi de mettre là à ce moment T pour cette mission M.
Voilà, pour des objectifs hauts. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut appréhender les choses. Parce qu'on tourne, on change. Par exemple, j'ai commencé à UGB et je suis parti ailleurs. Donc, on tourne, on change de boîte, on évolue. Il faut pouvoir laisser l'organisation survivre même après notre passage. Bien sûr, ça ne s'arrête pas avec nous puisqu'on a trouvé ça. Oui. Donc, il faut toujours laisser quelque chose à la postérité parce que le monde est éternel. Il faut de la discipline. Il faut discipliner les gens. Le travail doit être respecté. On vient à une certaine heure, on part à une certaine heure. Il faut être présent au poste. Ce n'est que ça, c'est simple. Après, il y a des tâches où on n'est pas obligé d'être assis, mais il faut être présent au travail. Être présent au poste, ça veut dire être présent au travail. Il faut travailler pendant les heures de travail. C'est très important. Et un manager doit s'assurer que ses équipes travaillent. Et ça doit être évalué, ce travail doit être évalué. On doit avoir des procédures en interne pour évaluer la performance des gens. Quand c'est bon, il y a une carotte. Et quand c'est pas bon, ben on serre la ceinture. Il faut avoir l'esprit d'équipe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué un peu... dans l'ensemble de vos expériences. Voilà. L'esprit d'équipe n'est pas toujours au rendez-vous. Les gens ont souvent du mal à travailler ensemble. C'est beaucoup plus du chacun pour soi. Parce que tout le monde veut la place de l'autre, de mon point de vue. Si on travaille avec le chef, on veut très vite devenir le chef, donc on a tout intérêt à pas aider le chef pour que le chef se casse et puis qu'on prenne sa place. Ce qui ne favorise pas du tout l'esprit d'équipe, parce que de mon analyse, je pense que le bien-être de l'organisation, et là vous l'avez mentionné, il faut faire survivre l'organisation même après notre passage. Or, la grande question est de savoir si l'organisation est toujours au centre des préoccupations des agents. Bien sûr, c'est très bien paraphrasé. Et juste envie de dire, c'est seul on est fort, mais ensemble on est plus fort. C'est toujours vrai. C'est un principe qui est seul on va vite, ensemble on va plus loin. Voilà, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Moi, je pense que ça, c'est des valeurs qu'il faut cultiver au quotidien. Et tout le monde doit faire des efforts, les individus et l'État aussi en tant qu'organisation. Comment vous avez acquis ces valeurs? Parce qu'on on veut le voir. On veut le voir chez nos collaborateurs, on veut le voir chez nos compatriotes, on veut le voir dans les organisations dans lesquelles nous travaillons, on veut le voir dans notre pays. Souvent, quand on le veut très fort, fermement, et que nous-mêmes, on est habités par ces valeurs, on a toujours du mal à se remémorer où nous-mêmes, nous les avons acquis. Pourquoi les autres n'ont pas ces valeurs? Pourquoi les autres ne développent pas un esprit aussi critique et aussi poignant sur l'organisation pour laquelle ils travaillent, sur le sérieux à mettre dans un dossier et ainsi de suite? Et peut-être que la question, c'est de savoir où nous avons acquis ces valeurs. Était-ce de votre éducation? Donc, est-ce que ça vient de vos parents? Était-ce de votre passage à l'université? Était-ce à l'UOB? Était-ce aux États-Unis? Où est-ce qu'on peut acquérir ces informations? Ou était-ce dans le passage de chacune de ces organisations qui vous ont peut-être donné cette culture d'entreprise au passage et vous avez aussi acquis ces valeurs? Comment vous avez eu ça? Évidemment, je pense que l'éducation parentale a joué un grand rôle au départ parce que c'est la base. C'est le cocon familial qui forge un peu les fondamentaux. Mais tout au long de sa vie, on a des interactions avec les autres. Et on doit apprendre, on doit tirer des leçons de ces échanges qu'on a avec autrui. Je pense que à chaque fois aussi qu'on rencontre des difficultés, il y a des jours où ça marche, il y a des jours où ça ne marche pas, on tire des leçons. Et en tirant ces leçons-là, en tenant compte des échanges qu'on a eus avec les autres, on construit les valeurs. Après, évidemment, tout le monde n'est pas pareil, mais je pense que chaque être humain a en lui, il a en lui cette graine-là, cette graine de faire germer des valeurs qui sont utiles, nécessaires et utiles pour la société. Il y a des valeurs universelles. Pourquoi elles sont universelles? Elles sont universelles parce que tout le monde tente à croire qu'elles sont utiles pour le bien-être général. Voilà. Et je pense que c'est tout au long de sa vie qu'on acquiert des valeurs, qu'on les forge
et qu'on les utilise. Alors, Monsieur Ntougou, dernière question. Êtes-vous satisfait de votre parcours? Parce que la question au départ, on se demandait, quand vous étiez à l'université, est-ce que la vie que vous aviez rêvée, votre vie professionnelle est celle que vous avez aujourd'hui? On a passé en revue toute votre vie professionnelle, tous vos challenges, vos défis, vos rêves et tout. Et aujourd'hui, on a envie de vous demander si vous êtes satisfait de votre parcours. Et surtout aux Gabonais qui nous écoutent aujourd'hui, quels conseils leur donneriez-vous? Conseils que vous aurez acquis tout au long de votre expérience, tout au long de ces longues années. Et là, on n'est pas uniquement en train de parler de conseils professionnels, ça peut être un conseil purement humain, dans l'attitude, dans le comportement. Il y a à peine quelques secondes, on parlait de valeurs. Alors, dites-nous. Je n'ai pas encore réalisé mes rêves. Je n'ai pas encore. Quelques-uns, quelques petits rêves, il en reste d'autres. J'espère avoir la grâce divine de pouvoir les réaliser un jour. Et ces gros rêves-là, ils se trouvent au Gabon, en fait. Et donc, j'aimerais que le Gabon soit comme dans mes rêves. Voilà, c'est-à-dire un pays où il fait beau vivre, il est agréable. Naturellement, quand on regarde le patrimoine du pays, il y a de beaux paysages, il y a des endroits magnifiques, il y a des gens extraordinaires. Et je pense qu'un jour, peut-être, mon rêve va se réaliser. Alors, quel conseil vous donneriez aux Gabonais qui nous écoutent, qui, pour certains, viennent d'accueillir peut-être un changement drastique dans leur vie professionnelle, pour d'autres entament à peine leur vie professionnelle, et pour certains, peut-être un peu comme vous, galèrent après avoir distribué des CV depuis je ne sais pas combien de temps et puis ne trouvent pas d'emploi et puis se sentent désespérés. Quel conseil leur donneriez-vous? Alors, le monde change. Le monde change constamment. Il fut un temps où il fallait trouver un job, il fallait trouver un emploi. En Occident, on parle par exemple de la période des 30 glorieuses, 45, 75, boom économique, on trouvait le travail, on se réveille le matin à 8h, à 10h, on a un job, à 15h, on a changé, on a trouvé un autre. Et il fut aussi un temps au Gabon, c'était comme ça, vous n'avez même pas encore terminé les études, qu'on vous a déjà appelé, l'État vous a déjà appelé, vous avez un poste, vous avez une maison, vous avez un véhicule, voilà. Mais les temps changent, ça évolue, la population s'est accrue, l'économie a évolué différemment. Donc, chercher un emploi, c'est pas trop souvent la bonne manière de voir les choses. Le conseil que moi je peux donner aux jeunes, c'est chercher à accroître votre valeur intrinsèque. C'est-à-dire, au lieu de se dire, je m'en vais chercher du boulot, non, il faut se dire, je m'en vais négocier mes compétences. C'est-à-dire, au lieu de, si je comprends bien, Monsieur Togo, pardon de vous couper, au lieu de se dire, je viens, donnez-moi un emploi, s'il vous plaît, vous vous dites plutôt, je viens vous aider à dynamiser votre organisation. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Voilà. Moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. J'ai regardé votre organisation, j'ai vu qu'il y a tel problème, tel problème. Ah, tiens, il y a tel avantage aussi. Mais moi, je vous apporte ma compétence pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est ça qu'il faut se dire. Et quand on pense comme ça, on sait qu'il faut améliorer ses compétences. On sait qu'il faut cultiver certaines valeurs. On sait qu'il faut acquérir certaines connaissances. Il faut se travailler sa propre personne. Là, on est plus crédible que lorsqu'on vient avec un CV et puis on dit voilà. On a la lettre de motivation. Voilà, la lettre de motivation. Voilà. La lettre de motivation. J'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance. Ça, on voit ça tous les jours. Oui. Les potentiels employeurs, ils voient ça tous les jours. Encore que la bienveillance. Ouais. Et un employeur, il se pose une question. Est-ce que cette personne que je compte employer va me permettre d'atteindre mes objectifs? Est-ce qu'elle a les compétences nécessaires pour atteindre l'objectif? Donc, la clé, c'est la compétence. Et la compétence, ça se bâtit au fil des temps. Voilà, je pense que c'est le conseil que je peux donner
Merci beaucoup, Monsieur Togo. Que l'on bascule d'un secteur à un autre, qu'aujourd'hui nous ayons un emploi et que demain nous n'en ayons plus, que nous soyons en poste de responsabilité et que demain nous soyons un chômeur invétéré, on doit garder à l'esprit que le plus important, c'est notre compétence. En réalité, c'est pas le poste qui nous fait, si je comprends, si je fais une synthèse de tout ce que vous avez dit, c'est pas le poste qui nous fait, c'est nous qui faisons le poste. C'est nous qui relevons les challenges, c'est nous qui apportons de la valeur aux différents dossiers que l'on met sur notre table par notre capacité à les réaliser, aussi bien de manière pragmatique, mais aussi par la personne que nous sommes, à travers les valeurs que nous véhiculons, à travers notre manière de travailler avec les autres, notre manière de traiter nos collaborateurs et surtout la vision que nous avons à terme des dossiers que nous avions. Monsieur Ntougou, c'était une discussion extrêmement enrichissante. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans notre podcast. Vous pouvez dire un dernier mot à nos auditeurs si vous le souhaitez et puis on se retrouvera une prochaine fois avec un nouvel invité. J'ai très apprécié le podcast. J'espère que j'ai pu apporter des réponses qu'il fallait. Et je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir offert cette plateforme pour échanger de manière relaxe et décontractée avec les gens bien. Merci beaucoup. Merci Ivanov et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Portez-vous bien. Au revoir.